Bonjour, mon nom est Geneviève Beaupré. Je suis étudiante au baccalauréat en traduction à l'Université de Montréal et voici une version légèrement révisée d'une présentation qui a été donnée le 15 novembre 2024 dans le cadre du colloque Vocum qui avait pour thème cette année Langage et des informations. Donc merci beaucoup à toute l'équipe de Vocum ainsi qu'aux bénévoles. La présentation s'intitule Peut-on réconcilier l'écriture inclusive avec les besoins de la communication orale? C'est un titre qui est trop ambitieux pour ce qu'on va accomplir en peu de minutes, mais au moins c'est formulé en question, donc j'estime que c'est correct. Je vais introduire mon sujet par une énigme qui a été popularisée et probablement créée dans les années 1970. A father and his son are in a car accident. The father dies on the spot. The son is rushed to the ER. The attending surgeon looks at the boy and says, I cannot operate on this boy, he is my son. How can this be? Donc il faut se placer dans un paradigme strictement cisgenre et hétérosexuel pour trouver la bonne réponse. Mais la bonne réponse, c'est The surgeon is the boy's mother. De nos jours, c'est une énigme qui est utilisée pour étudier les biais dans les populations anglophones, notamment dans l'étude de cité, puisqu'on peine à s'imaginer que The attending surgeon puisse être une femme encore aujourd'hui. Le neutre anglais, ce n'est pas nécessairement le paradis de l'inclusivité. Mais disons qu'on fait l'exercice de se demander à quoi ressemblerait une traduction française de l'énigme. Je vous prie d'excuser la traduction bête et bancale, mais ça va comme suit. Un père et son fils ont un accident de voiture. Le père meurt sur le coup. Le fils est transporté rapidement aux urgences. La chirurgienne traitante voit le garçon et dit « Je ne peux pas opérer ce garçon, c'est mon fils. » Comment est-ce possible? Vous comprendrez évidemment qu'il n'y a plus d'énigme. L'énigme ne fonctionne plus si on fait une traduction mot à mot, car, à tout le moins en français québécois actuel, on aurait attribué un genre à la chirurgienne. Si on voulait poser l'énigme, il faudrait faire un travail d'adaptation. Et cette présence explicite du féminin dans de telles phrases en français québécois actuel, je pense que c'est une bonne chose. Mais si l'on souhaitait faire le contraire, si l'on souhaitait ne pas donner d'informations quant au genre de la personne que l'on désigne, comment pourrait-on procéder? Je vais justifier mon questionnement un peu. Dans quel contexte pourrait-on vouloir désigner une personne sans la genrer? On désigne une personne dont on ignore le genre, par exemple dans une traduction, et on ne veut pas employer le masculin générique. Quand on passe d'une langue peu genrée à une langue qui l'est davantage, on peut argumenter que l'emploi du masculin générique pour désigner une personne qui n'était pas genrée dans le texte source, c'est une forme d'ajout. La connotation masculine n'était pas dans le texte source. Deuxièmement, lorsqu'on veut omettre le genre d'une personne parce que ce n'est pas pertinent, ou pour préserver son anonymat. Troisièmement, lorsque l'on désigne une personne hypothétique qui pourrait être de n'importe quel genre, par exemple dans une offre d'emploi. Ou quatrièmement, lorsque l'on désigne une personne non-binaire. J'ai vécu une situation de communication dans ma vie personnelle où un ami bienveillant essayait de désigner une personne non-binaire. Il essayait de dire l'équivalent de une comédienne torontoise de manière neutre, mais il n'y arrivait pas. Une, comédien, comédienne. Et mon ami, c'est pas une personne LGBT, ce n'est pas une personne non plus qui a beaucoup de temps à mettre sur la communication inclusive, sur le neutre. C'est simplement une personne qui voulait désigner une autre personne de manière correcte et respectueuse. Et dans cette situation de communication-là, la grammaire française semblait lacunaire et impuissante. Donc cela pose problème. Je note également qu'il y a peu de personnes non-binaires, mais il y a de temps à autre des personnes non-binaires qui font les manchettes, et donc dont beaucoup de gens doivent parler. Pourquoi la communication inclusive est-elle importante à l'oral? Je vais citer Alferatz, linguiste non-binaire qui travaille sur la grammaire inclusive en français. La condition qui préside à l'usage du français inclusif nous semble relever de la variation diaétique, que nous définissons comme une variation relevant de la conscience de genre, d'identité, d'égalité et de la performativité de la langue. Vous connaissez peut-être les variations diachroniques dans le temps ou diatopiques selon le lieu. Et Alferatz introduit la notion de variation diaétique. Je vais saisir la balle au bon de ce que dit Alferatz et postuler ce qui suit. Si l'on s'exprime d'une certaine manière pour des raisons morales ou politiques, ces raisons se valent autant à l'écrit qu'à l'oral. Aussi, la remise en question de normes prescriptives
notamment celle du français standard, passe par l'éthique. Les problèmes de communication inclusive sont donc des problèmes d'éthique appliquée. Surprise, on va faire de l'éthique appliquée aujourd'hui. On va étudier un cas particulier. On va simplement essayer de dire ce qui se retrouve entre crochets de manière neutre. Donc, ce que vous voyez entre crochets, on a 3 mots, 3 marques de genre. Ces 3 mots à l'écrit expriment parfaitement ce que je voudrais exprimer, mais je ne saurais pas comment les dire, comment les exprimer à l'oral. Pour une femme, ce serait une chirurgienne talentueuse. Pour un homme, un chirurgien talentueux. Pour une personne qu'on ne veut pas genrer, ça pourrait être un chirurgien talentueux au masculin générique, mais on rejette de plus en plus le masculin générique. Donc, on n'a pas la solution. Même chose pour une personne non-binaire, on n'a pas la solution. Et ce n'est pas parce qu'on règle le premier point d'interrogation qu'on règle le second nécessairement, mais c'est un guépier pour un autre jour. Comment allons-nous procéder? On ne prendra pas pour point de départ de grandes théories morales, on va partir de principes et établir des critères. On cherche une solution inclusive, cela va de soi, n'effaçant pas les femmes et le travail de féminisation déjà accompli. On veut construire sur ce qui a déjà été fait. Et si on cherche un neutre en français, on ne veut pas que ça se fasse au détriment de la féminisation et des femmes. On cherche une solution adaptée à la langue orale en français québécois. Pourquoi en français québécois? Simplement parce qu'on veut travailler d'une manière qui est située et qui est humble. On ne veut pas prétendre trouver des solutions qui conviendraient à l'ensemble de la francophonie, surtout considérant que les variétés de français divergent davantage à l'oral qu'à l'écrit. N'altérant pas le sens, on ne va pas dire autre chose que ce que l'on veut dire parce qu'on se retrouve dans une situation où la grammaire française a des lacunes, ayant des chances d'être adoptée, et économique. Le principe d'économie, ça a un sens très particulier en linguistique, au sens de Martinet. Ici, on va l'entendre dans un sens très large, pas seulement la longueur des énoncés, mais aussi qu'est-ce que ça coûterait de mettre en œuvre une solution en termes d'efforts sur le plan individuel ou sur le plan social, politique, etc. On va commencer notre survol des solutions possibles par des solutions qui sont peu économiques et qui, selon moi, peuvent être exclues d'emblée. Donc, d'abord, le doublet long. Un chirurgien talentueux ou une chirurgienne talentueuse, ou l'inverse. On ne passera pas nos vies à se répéter. Lorsqu'il n'y a qu'une seule marque de genre, ça va. Les étudiants et étudiantes, par exemple, ça se dit relativement bien. Mais ici, avec 3 marques de genre, c'est très lourd. Ensuite, il y a comme solution possible l'ajout du mot personne. Une personne chirurgienne talentueuse, encore une fois, c'est lourd et je ne suis pas sûr que ça rende le sens correctement. Sinon, il y a la synonymie. Un ou une professionnelle hors pair de la chirurgie. Personnellement, je préférerais ne pas me faire opérer par un ou une professionnelle de la chirurgie. Mais bon, passons. On va maintenant aborder une solution un peu méconnue, basée sur grammaire du français inclusif d'Alferat. C'est la création de formes neutres par des nouvelles terminaisons. Donc, pour le neutre, on pourrait dire en chirurgien talentueuse ou chirurgien talentueuse. Le système AL d'Alferat nous donne des solutions de neutres qui tiennent compte de la langue orale. Dans Grammaire du français inclusif ou sur son site web, on trouve des exemples de comment former des mots neutres. Alferat propose des manières de former des terminaisons neutres et avec ses propositions, il y a aussi des suggestions de prononciation. Bon, je sais que c'est écrit petit, mais je vous présente ces tableaux davantage à une fin expressive qu'à une fin informative, simplement pour montrer l'ampleur du travail qui a été accompli. À mon humble avis, ces solutions-là ne sont pas satisfaisantes parce qu'elles sont chronophages, axées sur le français parisien, exigeantes sur le plan de l'apprentissage. Certaines distinctions n'existent qu'à l'écrit. Aussi, je ne suis pas convaincu par la stratégie de la proximité sonore. Je crois que ça peut donner l'impression d'une forme mal prononcée. Ces solutions, ce sont peut-être d'excellentes solutions pour les personnes queer qui se désignent entre elles à l'intérieur de leur communauté, qui ont donc un intérêt pour la chose, qui sont prêtes à investir du temps et de l'effort. C'est peut-être même une solution idéale à l'intérieur de la communauté queer.
Par contre, si on cherche un neutre pour une langue inclusive qui serait adaptée à l'ensemble de la société, ça ne me semble pas être la bonne solution. On va maintenant passer à une solution que vous connaissez certainement, c'est-à-dire les doublets abrégés. Sont-ils prononçables? C'est une question que l'on pose souvent. La difficulté de prononcer les doublets abrégés ou formes tronquées n'est pas unique à l'écriture inclusive. Elle est fréquente lorsqu'il y a coexistence de formes. Par exemple, si je vous dis « Je me méfie du ou des voleurs de bijoux qui sévissent à Rosemont », il n'y a pas nécessairement de manière de dire « sévit » ou « sévissent », parce que le singulier et le pluriel de la troisième personne coexistent essentiellement. Autre exemple, par un merveilleux hasard, le colloque lors duquel la présentation a été donnée pour la première fois s'appelle « Langage et désinformation ». Langage et désinformation, est-ce que vous l'auriez dit avec une pause entre des informations ou juste des informations? Est-ce que la petite pause aurait été suffisante pour communiquer l'antonymie entre information et désinformation? Je ne sais pas. Selon le bon usage, communément appelé le Grevis, qui est un ouvrage majeur de grammaire prescriptive en français, à propos d'une utilisation similaire des parenthèses, on nous dit ceci. Ce procédé, qui est assez à la mode, est plutôt artificiel dans un texte suivi. Un passage comme le dernier ne pourrait être lu à voix haute tel qu'il est écrit. À mon humble avis, on ne peut pas réduire la critique de l'imprononciabilité de l'écriture inclusive à un refus réactionnaire de l'inclusivité. C'est une critique qui précède l'écriture inclusive et qui s'applique plus largement à la coexistence de formes. Il existe des solutions de prononciation pour les formes tronquées. Je vais vous citer Grammaire pour un français inclusif de Dupuis-Lessard et Zacour. Bien que pour certaines personnes, l'ajout d'éléments typographiques puisse rendre des mots imprononçables, certaines formes tronquées possèdent bien une prononciation dans l'usage. Ainsi, elle écrit, la forme avocat.e.s peut être prononcée avocat et avocate, voire avocate. David Byrd indique également que certaines solutions linguistiques ont déjà été trouvées afin de prononcer les formes tronquées. Ainsi, agitateur.médian-tris pourrait se prononcer agitateur-tris ou agitateur-ris. Il convient toutefois de souligner que ce ne sont pas toutes les formes qui sont aisément prononçables. On va tenter un classement du plus prononçable au moins prononçable. D'abord, les mots épicènes qui ne nécessitent pas de troncation. Si je vous dis un ou une comptable, comptable c'est épicène, pas besoin de troncation, donc ça ne pose pas de problème. Ingénieur, c'est bivalent à l'oral, ça peut porter la valeur de féminin comme de masculin à l'oral. Donc, ingénieur en double abrégé, c'est tout à fait prononçable. Ensuite, comédien, comédienne, comédienne, c'est prononçable encore une fois, mais il y a une homophonie entre la forme tronquée et le féminin, donc à l'oral, il n'y a pas de distinction. Ensuite, il y a des mots où la soudure est aisée, auditeur, auditrice, auditeurice. Ce n'est peut-être pas le pinacle de l'élégance, mais ça se prononce très bien. Finalement, il y a des mots dont la prononciation est incertaine. Berger, bergère. Qu'est-ce qu'on fait avec ça? Est-ce qu'on dit juste bergère, bergeraire, bergère? Ici, autant la graphie que la prononciation posent problème. Si l'on retourne à notre cas, une chirurgienne, donc les deux pronoms sont prononçables, mais il n'y a pas de distinction à l'oral avec le féminin. Qu'est-ce qu'on fait avec talentueuse, talentueux? Au masculin, talentueux, le X est muet, tandis qu'au féminin, talentueuse, le S se prononce comme un Z. Est-ce qu'on dit simplement talentueuse? Est-ce qu'on se met à prononcer le X et le S? Talentueux, talentueux, ce n'est pas évident du tout. Maintenant, je vais aborder une solution qui me satisfait pour le dernier mot, pour ce mot justement. C'est le remplacement de l'adjectif par un nom de même famille. Un scientifique renommé, une scientifique renommée, scientifique de renom. Ça, c'est un exemple que donne l'Office québécois de la langue française dans la banque de dépannage linguistique. Le procédé est employé de manière assez discrète. C'est pas une page sur le procédé, c'est une page sur désigner les personnes non binaires. Mais je pense que ce procédé est très utile et pourrait être utilisé davantage. Une femme talentueuse, un homme talentueux, une personne non binaire de talent. Mais on peut
creuser encore plus, si on était dans une situation d'attribut du sujet, il est beau, elle est belle, il y a la beauté, il y a les en beauté, il y a les d'une beauté, c'est correct en français standard. Il est élégant, elle est élégante, il elle est élégance, il elle est d'une élégance. Évidemment, le nom-attribut comme ça, il elle est élégance, ça rappelle davantage la langue poétique ou la langue religieuse, mais je pense que c'est quelque chose qu'on peut s'approprier. Donc, retournons à notre cas. Donc, les deux premiers mots, on ne sait toujours pas, mais de talent, moi, c'est une solution qui me satisfait parfaitement. Ensuite, pour régler le cas des deux premiers mots, je vais vous parler brièvement de la slepse grammaticale, ou l'accord selon le sens. En français, c'est quelque chose qui est parfois obligatoire, parfois facultatif, ou parfois que l'on peut faire à des fins stylistiques, d'accorder selon le sens. Si je vous dis « vous êtes fâché parce que je vous vois », donc vous, en temps normal, ça s'appellerait le pluriel, mais là on ne parle qu'à une seule personne, donc fâché, accent aigu. On est arrivé en retard. Ici, si on désigne un groupe de femmes, on mettrait accent aigu ES, même si on est singulier. Maintenant, peut-on imaginer une slepse neutralisante? Par une contradiction claire et immédiate dans les marques de genre, peut-on éliminer l'information qui concerne le genre d'une personne désignée? Si je vous dis Maître Rondeau est une avocat redoutable, quel est le genre de Maître Rondeau? À mon humble avis, vous ne pouvez pas le savoir, il n'y a pas de bonne réponse. Pourquoi? Parce que si je vous dis Maître Rondeau est une avocat redoutable, je ne produis pas un discours cohérent sur le genre de Maître Rondeau. Si l'on revient à notre cas, on pourrait dire une chirurgien de talent ou un chirurgienne de talent. Vous me direz que ça ressemble simplement à une faute, que ça n'a pas l'air intentionnel, mais à l'écrit, je pense qu'on peut simplement l'indiquer au moyen d'un signe de ponctuation. Je choisis de mettre un point médian parce que c'est déjà associé aux questions de genre, mais ça pourrait être autre chose. Vérifions nos principes et critères. On cherche une solution inclusive. Je pense que c'est aussi inclusif que les doublés abrégés. N'effaçant pas les femmes et le travail de féminisation déjà accompli, ben, les formes féminines existent toujours. Adapté à la langue orale en français québécois, ben, il n'y a pas de terminaison nouvelle. Bien sûr, ça prend un contexte où euh, la personne à qui vous vous adressez sait qu'est-ce que vous êtes en train de faire. N'altérant pas le sens, je ne crois pas. Ayant des chances d'être adopté, c'est difficile à juger de mon point de vue, j'espère que oui. Et économique, ben je crois que oui aussi. Maintenant, si on retourne faire une petite digression vers l'écrit, la syllabe neutralisante, c'est presque toujours une simplification orthographique. Donc, on peut écrire en moins de caractères, sauf un cas dans le tableau. Et même dans des cas où, à l'oral, ça ne fonctionnerait pas pour créer une distinction, comme chères étudiantes, par exemple, ce serait homophone avec le féminin, mais ce serait quand même une simplification orthographique. Et ça permettrait de ne pas faire de coupure dans les mots. Maintenant, si j'essaie de me critiquer le plus durement possible et de voir qu'est-ce qu'on pourrait reprocher à la syllabe neutralisante. La syllabe neutralisante n'est qu'une version radicale de l'alternance. Un exemple d'alternance. Si je vous dis, tu devrais consulter une psychologue ou un psychiatre, donc une psychologue féminin, un psychiatre masculin, on ne veut pas nécessairement dire que la psychologue devrait être une femme et que le psychiatre un homme, c'est simplement on sous-entend par l'alternance que le genre de la personne est pas important. Ou sinon, un autre exemple, l'étudiante est beau, c'est un exemple donné par Florence Ashley, qui note que beaucoup de personnes non-binaires se sentent invalidées par l'alternance. Je crois que c'est une critique à prendre très au sérieux, qui pourrait s'appliquer à la syllabe, mais je pense qu'il y a une différence de signifié entre la syllabe et l'alternance. Je pense qu'on veut créer un effet de contradiction pour neutraliser. C'est pas la même chose que d'alterner entre le masculin et le féminin. Ensuite, la syllabe neutralisante renforce une vision binariste du genre. Je ne suis pas d'accord dans la mesure où une contradiction n'a pas nécessairement lieu dans un contexte binaire. Si je vous dis mon chandail bleu est d'un rouge écarlate, est-ce que mon chandail est nécessairement soit bleu, soit rouge?
Je ne pense pas. Je pense que vous ne pouvez pas savoir quelle est la couleur de mon chandail parce que je ne produis pas un discours cohérent sur la couleur de mon chandail. Autre critique possible, c'est mélangeant et donc peu inclusif. Peut-être, c'est possible, mais selon moi, c'est le genre d'affirmation qui devrait être évaluée de manière expérimentale. On le fait déjà à l'écrit. Il y a des études qui se font sur la rétention d'informations avec les doublés abrégés ou des études sur la lisibilité qui sont faites avec l'oculométrie, de voir combien de temps les yeux s'attardent sur certains mots. Donc, de manière expérimentale, on pourrait comparer différentes solutions à l'oral aussi. Conclusion, peut-on réconcilier l'écriture inclusive avec les besoins de la communication orale? Euh, on peut essayer. Je crois que ça peut être un chantier. Je crois qu'on peut y travailler. Je crois qu'on n'a pas épuisé toutes les solutions possibles. Je crois qu'il y a encore place à l'exploration dans la recherche de solutions en communication inclusive. Merci.